Imaginez un enfant de 10 ans. Il regarde des dessins animés, mange des bonbons, rit avec ses amis, et pourtant, il a déjà ôté la vie à quelqu'un de ses propres mains. L'histoire compte bien plus d'enfants comme lui qu'on ne le pense. Et le plus terrifiant, c'est que la plupart d'entre eux n'ont éprouvé ni peur, ni regret après leur acte. Absolument rien. Les scientifiques appellent cela une absence totale d'empathie. En clair, un tel enfant ne ressent tout simplement pas la douleur des autres comme la sienne. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son cerveau fonctionne différemment. Il ne s'agit pas d'un trait de caractère de méchant de film, mais d'un trouble du développement. Certains enfants naissent avec ces particularités cérébrales, d'autres les acquièrent suite à des maltraitances subies durant leur enfance. Chez ces enfants, la zone du cerveau responsable de la compassion réagit à peine à la souffrance d'autrui. Les examens d'imagerie montrent que, à la place de l'activité cérébrale, il n'y a qu'un silence complet. Extérieurement, ils paraissent tout à fait normaux. Ils sourient, plaisantent, ont de bonnes notes. Personne autour d'eux ne se doute de ce qui se passe en eux. C'est pourquoi ils sont si difficiles à repérer à l'avance. Ils ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à votre voisin, à votre camarade de classe, ou simplement à l'enfant du quartier. Les psychologues affirment que si un tel enfant n'est pas identifié tôt, et qu'aucune intervention n'est mise en place, le risque de tragédie ne fait qu'augmenter avec le temps. Une intervention précoce change véritablement la donne. En 1968, un événement survenu à Newcastle, en Angleterre, a littéralement stupéfié même les enquêteurs les plus aguerris. Une fillette de 10 ans, prénommée Mary, a étranglé 2 petits garçons. L'un avait 3 ans, l'autre 4. Comme ça, sans raison apparente. Elle voulait simplement savoir ce que ça faisait. Lors des interrogatoires, elle est restée calme, voire curieuse. Elle a raconté chaque détail sans que sa voix ne tremble. Les enquêteurs ne savaient plus s'ils avaient affaire à une enfant ou à une autre personne. Elle est allée voir les parents de l'une des victimes et leur a demandé quand auraient lieu les obsèques. Elle voulait y assister. Non pas par chagrin, mais par simple curiosité. Les voisins se souviennent de Mary comme d'une enfant amicale et bavarde. Personne n'a rien remarqué de étrange. Une fillette ordinaire, avec un sourire ordinaire, jusqu'à ce que la vérité éclate. Le tribunal l'a reconnue coupable. Mais envoyer une enfant de 10 ans en prison ne pose pas seulement une question de droit. C'est aussi la question du devenir d'une telle personne. Mary a passé plus de 10 ans dans des institutions fermées. Après sa libération, elle a reçu un nouveau nom et une nouvelle identité. Désormais, elle vit parmi les gens ordinaires, et personne ne connaît la vérité. Son histoire a marqué un tournant pour le système judiciaire britannique. Suite à cela, le pays a commencé à se pencher sérieusement sur la question de savoir comment juger un enfant pour meurtre, et s'il était possible de le réhabiliter. En 1993, une caméra de vidéosurveillance a filmé une scène troublante dans un centre commercial britannique. 2 garçons de 10 ans emmenaient un enfant de 2 ans, James. Sa mère s'est détournée quelques secondes, mais cela a suffi. Les garçons l'ont emmené sur plusieurs kilomètres, et la suite des événements fait encore l'objet d'études par des experts du monde entier. Ils l'ont maltraité pendant plusieurs heures, puis l'ont abandonné sur les voies ferrées. Lorsque les enquêteurs ont examiné les lieux, ils n'arrivaient pas à croire que des enfants de 10 ans aient pu commettre un tel acte. Lors de l'interrogatoire, chacun a rejeté la faute sur l'autre. L'un pleurait, l'autre gardait le silence. Mais les preuves étaient irréfutables. Leur visage était clairement visible sur les images de la caméra du centre commercial. À l'annonce du verdict, la foule massée devant le tribunal a crié et réclamé vengeance. Les parents de la victime voulaient sa mort. Le juge l'a condamné à un centre de détention pour mineurs jusqu'à sa majorité. À leur sortie, ils ont tous deux reçu une nouvelle identité, une nouvelle biographie et ont été placés sous la protection de l'État. L'un d'eux a récidivé par la suite. Le second individu vivrait discrètement sous une fausse identité. Cette affaire a bouleversé la législation de plusieurs pays. Elle a contraint la société à se poser une question qui reste sans réponse. À quel âge un enfant devient-il pleinement responsable de son crime ? Pourquoi un enfant en apparence normale est-il capable de commettre un meurtre ? Des centaines de scientifiques à travers le monde se sont penchés sur cette question. Et la réponse est immédiatement dérangeante. Dans l'immense majorité des cas, un événement terrible s'est produit au sein de la famille. Violence, humiliation, indifférence totale de la part des parents. Dans un tel environnement, le cerveau de l'enfant se restructure pour survivre et perd la capacité de ressentir la douleur d'autrui. Mais il existe des cas où tout semblait aller pour le mieux. Une famille aimante, des parents attentionnés. Et pourtant, l'enfant a fait preuve de cruauté dès son plus jeune âge. Cela révèle des caractéristiques innées. Les scientifiques ont découvert que chez certains de ces enfants, les connexions entre les différentes zones du cerveau sont structurées différemment. Leur centre du plaisir est activé non pas par la proximité et la chaleur humaine, mais par le sentiment de contrôle sur un autre être. Cruauté envers les animaux, incendie criminel, fantasme sadique, il ne s'agit pas de simples bêtises d'enfants. Ce sont des signaux d'alarme. Et lorsque les adultes les ignorent, l'enfant en conclut qu'il a le droit de tout faire.
le dépistage précoce de ces enfants sauve véritablement des vies. Mais dans la plupart des pays, le système nécessaire est soit inexistant, soit il n'est activé qu'après un drame. Des tests spécifiques permettent de dépister des troubles du développement grave DL, âge de 6 ou 7 ans. Le problème, c'est que personne ne souhaite étiqueter un enfant comme atteint d'une telle maladie. Pendant ce temps, le temps continue de s'écouler. Qu'advient-il des meurtriers d'enfants lorsqu'ils deviennent adultes et recouvrent leur liberté? Dans la plupart des pays, on leur fournit de nouveaux papiers, et ils disparaissent littéralement dans la masse. La loi dans ces cas-là protège efficacement leur identité. Pas de liste publique, pas d'avertissement aux voisins. Une telle personne peut vivre dans votre quartier sans que personne ne le sache. Certains changent réellement. Les psychologues affirment qu'un travail psychologique approfondi et adapté, entrepris tôt, offre une réelle chance de mener une vie normale. Pas pour tous, certes, mais pour beaucoup. Cependant, les données sont alarmantes. Parmi ceux qui ont commis des crimes graves durant leur enfance, la récidive est nettement plus fréquente que dans la population générale. Plusieurs pays tentent de créer des bases de données fermées, accessibles uniquement aux forces de l'ordre. Mais les défenseurs des droits humains s'y opposent, invoquant le droit de chacun à un nouveau départ. La société est divisée. Certains exigent un contrôle total et permanent sur ces personnes. D'autres insistent sur le fait que si une personne a purgé sa peine et a été réhabilitée, elle a droit à une seconde chance. Cette question reste irrésolue partout dans le monde. Où se situe la limite entre la protection de la société et le droit à une nouvelle vie? Nul ne le sait. Et d'anciens meurtriers d'enfants continuent de grandir. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.